Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce premier webinaire de la Banque Postale qui sera donc animé par Emmanuel Le Chypre en compagnie de Luc-Alain Hervich et Alain Henriot, nos deux économistes. Il m'a paru assez important de pouvoir organiser cette première session avec vous tous, nos clients, suite évidemment à la crise sanitaire que nous avons rencontrée, crise sanitaire qui risque de débouler sur une crise économique et donc la nécessité pour nous banquiers, mais aussi pour vous, entrepreneurs, décideurs, de réfléchir à l'avenir de nos activités. Comme vous le savez, le premier souci que nous avons eu au niveau national, mais également au niveau des banques, c'est d'abord d'avoir la possibilité de vous donner des mesures d'urgence qui avaient un but unique, celui de fournir des liquidités à l'ensemble du système économique français, tout simplement pour éviter qu'il ne s'arrête. Donc ces mesures d'urgence à la Banque Postale, vous en avez peut-être vous-même profité, ont pris en fait trois formes différentes. La première, ça a été immédiatement la mise en place d'un moratoire crédit moyen-long terme, crédit bail immobilier de 6 mois pour permettre à nos clients, entrepreneurs, entreprises de se donner justement une respiration et d'éviter d'être étouffés par le remboursement des crédits. Le deuxième moment a été là, dans un cadre national, toutes les banques y ont participé, la mise en place du PGE, du prêt garanti d'État, 100 milliards au niveau national, 2 milliards au niveau de la Banque Postale. Donc la Banque Postale a été non seulement au rendez-vous, mais elle a participé pleinement à ce plan de soutien sur les liquidités. Enfin, troisième mesure, sans doute un peu moins connue, mais très importante, le soutien qu'a apporté la Banque Postale à un secteur évidemment très très durement touché, qui a été le secteur de la santé, où nous avons mis en place une ligne de plus de 300 millions d'euros à taux zéro pour les hôpitaux français. Donc, ce premier mouvement, ce premier temps d'aide des entreprises, d'aide des entrepreneurs pour leur liquidité, pour passer ce cap de la crise sanitaire, a été réalisé. Maintenant, on doit se poser les questions pour la suite et comment anticiper, comment faire avec une crise économique potentiellement forte qui nous attend, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être à partir de septembre. Vu de notre fenêtre, de ma fenêtre, de la banque, il y a en fait à peu près 3 obstacles que l'on voit se dessiner pour vous, entrepreneurs, décideurs du secteur public ou chefs d'entreprise. Le premier, c'est évidemment les défaillances d'entreprise. C'est comment reprendre une activité économique, comment relancer une dynamique économique avec des fournisseurs, des clients qui peuvent se retrouver en difficulté et avoir des soucis à partir de la rentrée et voire éventuellement être en défaillance. Le deuxième, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité ou pas de reprendre le paiement régulier des échéances de crédit moyen terme, de crédit bail mobilier, comment arriver à retrouver une activité économique qui permette la reprise de ces échéances. Et puis, évidemment, le troisième, le plus gros, sans doute, pour ceux qui l'ont souscrit, le PGE, ce que j'appelle, moi, le mur de dette. En fin d'année, ces PGE vont arriver à échéance et nous allons devoir décider si, oui ou non, ensemble, on rembourse immédiatement et en bloc le PGE ou si, comme la loi le permet, on l'étale sur une ou plusieurs années. Évidemment, on est là, les équipes de la Banque Postale, les équipes commerciales de la Banque Postale que vous côtoyez, que vous voyez tous les jours, qui vous ont appelé durant la crise, qui sont à vos côtés, sont là, seront là pour vous aider à réfléchir, à prendre les bonnes décisions. Et la Banque Postale sera évidemment à vos côtés pour vous aider. Cependant, je pense que, évidemment, en tant que dirigeant du secteur public, en tant que dirigeant hospitalier, entrepreneur, professionnel, artisan, commerçant, chef d'entreprise, vous avez d'autres sujets, d'autres questions. Et je pense que ce webinaire est le bon moment pour poser ces questions et que tous ensemble, nous essayons de vous y apporter une réponse. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite
un excellent webinaire de la Banque Postale et je vous dis donc, avec les équipes commerciales de la Banque Postale, à très bientôt. Merci. Bonjour à tous, bonjour Alain Henriot. Bonjour. Bonjour Luc-Alain Verviche. Alors Bonjour. Alain Henriot, je rappelle, vous êtes directeur des études économiques de la Banque Postale. Luc-Alain Verviche, vous êtes directeur des études de la Banque Postale, collectivité locale. Benoît de Rosamel l'a dit, beaucoup de questions à vous poser. Alors juste, je rappelle quand même le contexte absolument incroyable, étonnant de cette crise qui est historique et inédite. Elle est historique parce que l'activité ne s'est jamais autant effondrée. L'OCDE nous dit 6%, 6 à 8% de baisse du PIB. En temps de paix, eh bien, ça ne s'est jamais vu. En France, moins 10% pour l'activité, des déficits publics à 11%, un taux de chômage qui passerait de 8 à 12%. Donc ça, c'est pour l'ampleur. Et puis une crise inédite aussi parce que jamais une crise économique n'avait été provoquée par la mise à l'arrêt quasi administrative de secteurs entiers, si bien que les ressorts de cette catastrophe sont très différents de ceux que la dépression des années 30 ou de la crise financière de 2008-2009 avait fait jouer. Peut-être avec vous, Alain Henriot, pour commencer, compte tenu de tous ces caractères vraiment atypiques, qu'est-ce qu'on peut tracer comme scénario de redressement? Quels sont les sentiers de redémarrage qui vous paraissent les plus probables? Et puis alors cette question, est-ce que c'est plus grave ou pas que 1929 ou que 2008-2009? Bon, la crise que nous vivons, en fait, on ne peut pas vraiment la comparer à 1929 ou même à 2008, ce qui est beaucoup plus proche de nous. Par rapport aux années 30, bon, nos économies ont beaucoup changé. Il y a par exemple le développement du salariat qui est massif, donc ce qui constitue un filet de sécurité pour les ménages en termes de consommation. Les politiques économiques aussi, on connaît mieux les mécanismes économiques. Donc, par exemple, dans les années 30, pour empêcher la spéculation, on avait augmenté les taux d'intérêt. Donc, vous voyez qu'on est très loin aujourd'hui de cette situation que l'on vit aujourd'hui. Donc, les années 30, c'est loin. 2008, c'est plus proche. Est-ce qu'on est dans une situation similaire? Non. La crise financière de 2008, d'abord c'était une crise financière, c'est la pire des choses pour les économies. Et aussi, cette crise était interne au système économique. Elle faisait suite à un excès d'endettement de la plupart des économies, plutôt des États-Unis, de l'Espagne par exemple, moins de la France. Aujourd'hui, on vient de le dire, c'est une crise très spécifique qui est une crise d'offre, un choc administratif, mais donc ce qu'on appelle en économie un choc d'offre. La demande était là, mais on arrête de produire, on arrête de faire du commerce, donc c'est un choc d'offre. Donc par rapport à cette spécificité de cette crise, le rebond, il est devant nous et il peut être rapide et fort. Alain, juste une précision quand même, parce qu'après tout, nous ne sommes pas médecins. On fait quand même l'hypothèse que le scénario sanitaire qui se dessine semble quand même aujourd'hui le scénario le plus optimiste, presque, avec un risque de rechute et de reconfinement qui semble pour l'instant limité. Oui, alors il faut évidemment au début de cette conférence le préciser. Nous n'avons pas de visibilité particulière sur la situation sanitaire. On va se situer, je pense, tout au long de cette conférence dans l'idée que la situation sanitaire reste à peu près du même ordre que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc on voit qu'on a un déconfinement qui a commencé il y a un mois à peu près aujourd'hui, qui se poursuit, qui s'amplifie. Et donc dans ce contexte-là, évidemment, les contraintes sur l'offre sont en train de se lever progressivement. Maintenant, je voudrais qu'on remonte à l'écran le graphique que l'on vient de voir, qui est très important. Il y a maintenant dans l'économie des effets de second tour, malheureusement, que l'on va avoir. Ces effets de second tour, quels sont-ils? Sur l'emploi, peut-être pas des licenciements massifs, mais peut-être moins d'embauches par prudence des entreprises. Et puis aussi sur l'investissement. Les entreprises qui ont perdu 2 mois de chiffre d'affaires, un peu plus même pour certaines, elles vont réduire leurs projets d'investissement, en tout cas à court terme. Donc devant nous, on a des très gros chiffres de croissance. On l'a dit, prenons l'hypothèse qu'on fasse moins 10% de PIB pour la France en 2020.
l'année prochaine, on pourrait faire un +7, un +8. Mais on voit dans le graphique qui vient juste de disparaître, mais qu'on va revoir, eh bien, on voit que finalement, on va être sur un niveau d'activité de façon un peu permanente, un peu inférieur à ce qu'on aurait connu sans la crise du Covid. Pourquoi ? Parce que pendant 2 mois, des activités n'ont pas eu lieu, des relations économiques ne se sont pas faites, et donc ça, c'est malheureusement pour certains produits perdu à jamais. Oui, mais Alain, pour comprendre, ça veut dire quoi ? On a détruit de la compétence, on a détruit du capital physique Alors, on va retrouver probablement des rythmes très proches de ce que l'on avait connu, mais notre niveau d'activité sera plus faible que ce qu'on aurait eu sans la crise. Ça veut dire que si vous aviez un business plan, par exemple, il faut un peu le revoir à la baisse pour les années qui viennent, parce que votre chiffre d'affaires sera un peu plus faible que ce que vous auriez eu sans la crise. Alain Henriot, vous avez commencé à évoquer les politiques économiques, et notamment celles qu'on avait menées en 29. Alors, un des points positifs, est-ce que ça n'est pas quand même qu'on a tiré les leçons à la fois des erreurs commises en 1929 et à la fois des erreurs commises en 2008-2009, où là, on a peut-être réagi trop tard, avec trop de rigueur budgétaire. Comment vous voyez le rôle des politiques économiques dans cette sortie de crise ? Alors, tout à fait, la réactivité, en fait, il y a 2 grands acteurs pour la politique économique. Il y a les banques centrales qui donc gèrent la politique monétaire et les gouvernements qui ont comme outil, en fait, au-delà des annonces structurelles, qui ont comme outil l'arme budgétaire. Donc il y a eu une réactivité de ces 2 acteurs à peu près partout dans le monde, très rapide, vraiment une forte réactivité. Et d'ailleurs, même en Europe, on a été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait lors de la crise de 2008 et même la crise de la dette, ce qu'on a appelé la crise de la dette en 2010-2012. Donc il y a une forte réactivité. Les banques centrales, pour celles qui avaient encore des taux positifs, comme la Réserve fédérale américaine, ont tout de suite amené leur taux directeur à 0. Et puis surtout, elles se lancent dans un grand programme d'achat d'actifs, d'achat d'obligations d'État notamment, avec 2 objectifs: créer des liquidités et donc stabiliser les marchés financiers, le système financier, je dirais, et puis aussi peser sur les taux d'intérêt, parce que si les taux d'intérêt augmentaient, cela nuirait à la reprise économique qui est devant nous. Donc c'est vraiment 2 points très importants. Du côté budgétaire, peut-être, juste un mot. Du côté budgétaire, on a commencé, et il fallait le faire, parce que j'appellerais des plans de sauvegarde. C'est-à-dire le tissu productif avec une contraction du PIB de 10% est évidemment en danger. Donc ces plans de sauvegarde, on en a parlé dans l'introduction. D'abord, ça a pris la forme de prêts garantis par l'État avec l'idée que, on l'espère tous, cette phase difficile et transitoire et donc qu'on puisse sauver la trésorerie des entreprises. Ce ne sera pas facile, il faudra rembourser ces prêts. Mais c'est quelque chose qui était nécessaire. Et deuxièmement, notamment en France, on a eu recours de façon massive au chômage partiel, avec la même idée: si les gens étaient licenciés, il y aurait une perte de capital humain, une perte de compétences et une difficulté supplémentaire à la reprise. Et donc ça, il fallait le faire aujourd'hui. Maintenant, devant nous, on a des plans de relance, des plans de soutien à l'économie qui vont être différents, où il faut soutenir à la fois le revenu des ménages et puis aussi les entreprises. En France, notamment, ça prend la forme de différents plans sectoriels. En Allemagne, on a eu une annonce de baisse, par exemple, du taux de TVA pour soutenir temporairement, je crois que c'est 6 mois ou 1 an, pour soutenir le revenu des ménages. Alors, Luc-Alain Verviche, on a vu effectivement avec Alain Henriot, ce qui est important, c'est que fait la Banque Centrale Européenne, que font les États, combien ils mettent sur la table. Mais on l'a perçu, et d'ailleurs, c'est une des choses qu'il faut remarquer dans le discours du président de la République, c'est le constat finalement qu'on a peut-être mal articulé les administrations entre elles, les niveaux de hiérarchie entre elles. Ma question, c'est: est-ce qu'une des clés de cette sortie de crise, ça ne sera pas précisément la capacité à articuler efficacement l'action de l'État central et celle des collectivités locales ? Je crois que s'il y a une chose que la crise sanitaire nous enseigne, c'est effectivement le côté désarticulé de ce qui a été mené, ce qui ne veut pas dire qu'on ait eu de l'inefficacité, mais le sentiment très fortement porté par les associations d'élus, par exemple, qu'entre l'État et les collectivités locales, il n'y avait pas, au début de la crise et pendant la crise,
suffisamment finalement de coopération quant aux capacités de réaction, de protection sanitaire. Il n'y avait pas suffisamment de différenciation des territoires. La réponse qui a été apportée d'un confinement généralisé peut parfaitement se comprendre, mais c'est vrai que certains territoires ont fait remarquer qu'on a peut-être été finalement un peu trop violent. Et en ce sens, c'est vrai que l'une des clés de la réussite, et au regard notamment de ce qu'a été l'évolution des 30 dernières années en matière de rôle des collectivités locales, tel que le montre le graphique que nous allons voir ici, qui présente très clairement sur ces années, en fait, le poids de plus en plus important des collectivités locales dans la dépense publique. Eh bien, c'est le fait que les collectivités locales, aujourd'hui, et de plus en plus, jouent en fait un double rôle. Elles jouent un rôle parce qu'elles contribuent tout simplement à l'action économique. 250 milliards d'euros de dépenses, c'est un poids équivalent à celui de l'État. C'est quelque chose qui nous place dans la moyenne des pays européens. C'est dire qu'effectivement, les collectivités territoriales ont un rôle immédiat. Mais elles ont un rôle bien plus important. Et je pense que c'est ce rôle qu'il va falloir développer. C'est le rôle d'animateur de leur territoire, de catalyseur finalement de l'activité sur leur territoire. Rôle qui se développe de plus en plus en matière économique. On le voit assez bien. Alors, le graphique est peut-être un peu lointain, mais notamment par le poids de plus en plus important des régions et des groupements à fiscalité propre, c'est-à-dire des intercommunalités, en matière économique. Et l'un des enjeux, c'est très clairement pour demain celui du rôle qui sera celui des collectivités territoriales à cet égard, et notamment des régions, et notamment des intercommunalités, en matière de pertinence de l'action économique, de façon à compenser ce qu'Alain a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de perte de compétences, toutes les conséquences finalement de cet arrêt brutal de l'économie que nous avons vu, et qu'il va falloir reconstruire progressivement de façon intéressante. Luc-Alain Verwitch, est-ce que cet aménagement finalement des rôles des uns et des autres, est-ce qu'il est possible sans refonte institutionnelle majeure? Est-ce qu'il pourrait se faire très vite? Ou bien est-ce que ça demande quand même des aménagements législatifs? Je ne suis pas certain qu'il faille un bouleversement institutionnel. La France a connu beaucoup de modifications institutionnelles et je pense que les territoires, quelle que soit leur capacité à s'adapter, finissent par souffrir d'un changement permanent des règles du jeu. Alors l'État a annoncé depuis plusieurs mois d'ailleurs un projet d'amélioration de la décentralisation et de la déconcentration. Je pense que le fond de l'affaire, c'est une question de culture. C'est une question de partage d'une culture de l'intérêt général qui fasse que l'État reconnaisse, in fine, que les collectivités territoriales sont aussi garantes de l'intérêt général et que les collectivités territoriales, de leur côté, considèrent qu'elles font partie d'un ensemble dans lequel, nous en reparlerons tout à l'heure, il s'agit moins finalement d'être en revendicateur qu'en collaborateur d'une politique économique d'ensemble. Alors, messieurs, avant de vous interroger sur les transformations durables que va provoquer cette crise de la Covid-19, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions. On y répondra. Et si on n'y répond pas dans le temps imparti, eh bien, vous les recevrez en bonus, les réponses à vos questions. Donc, les impacts de transformation durable sur l'économie et les entreprises. Alain Henriot, d'abord au niveau global, est-ce que cette crise sanitaire, elle va modifier durablement les circuits de la mondialisation, les chaînes d'approvisionnement, la gestion des stocks par les entreprises? Est-ce que cette économie du flux tendu poussée jusqu'à sa logique la plus extrême, finalement, n'est-elle pas révolue? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'il n'est pas illusoire de croire que, finalement, on va voir les usines refleurir en France dans une grande vague de relocalisation? Alors, là, on parle évidemment du long terme. C'est-à-dire qu'on parle peut-être de... Il est sûr que cette crise est en train d'engager une réflexion, en fait, sur l'organisation des entreprises, notamment des plus grandes, des entreprises mondialisées. Donc, on a une réflexion... et en fait, ça a commencé même au tout début de l'année, lorsque la crise était, disons, de grande ampleur en Chine, où certaines entreprises étaient en quelque sorte empêchées de livrer leur production parce qu'il manquait une petite pièce venant de Chine, on ne pouvait pas livrer une voiture. Donc, évidemment, dans ces situations-là, on réfléchit à sa gestion. Alors, le premier élément sur lequel les entreprises vont probablement réfléchir, c'est la gestion des stocks. Depuis des décennies,
on a tout fait pour réduire les stocks en entreprise, les stocks en amont, les stocks en aval. Donc en fait, on est sur ce qu'on a appelé la gestion à flux tendu. Donc ça, évidemment, c'est très important pour la rentabilité des entreprises et ça renforce leur rentabilité. En même temps, dans des situations de crise ou de choses qui ne sont pas prévues, on va dire, cela fragilise les entreprises parce qu'on ne peut pas, en fait, honorer ses commandes parce qu'il nous manque quelque chose. Ensuite, on a parlé de la mondialisation, Emmanuel. Alors là, évidemment, ça fait 30 ans qu'on est dans une phase de montée en puissance de la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait pour les entreprises de pouvoir s'implanter où cela paraît le plus opportun en termes de coûts, en termes de disponibilité de la main-d'œuvre, même parfois de disponibilité des ressources technologiques. Donc, il est clair que les entreprises ont, comme on dit en économie, segmenté leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'elles font un petit bout de la voiture à un endroit, un autre bout de la voiture à un autre endroit, et on assemble tout ça à un troisième endroit. En réalité, il y a beaucoup de pays impliqués dans la fabrication d'un bien. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on est probablement en train de repenser. Et donc, on a été dans beaucoup de pays parce que les coûts étaient plus bas. Donc, on est peut-être en train de vouloir rapprocher les lignes de production. Alors, ça peut être une implantation alternative, par exemple au Maghreb, au lieu d'aller en Asie du Sud-Est. On a ça, par exemple, dans le textile, parce que la demande de produits textiles peut être extrêmement rapide, il faut changer les gammes très rapidement, et donc on a à ce moment-là une facilité, en quelque sorte, une réactivité qui est plus aisée dans ce cas-là. Mais évidemment, si on produit en France, comme on pourrait l'espérer, il faut voir que le coût du travail en France est plus élevé. Et donc cette relocalisation, elle se fait souvent avec davantage d'automatisation. Alors oui, des entreprises peuvent revenir en France, mais sans doute pas avec le même processus de production. Ça veut dire qu'on récupérera peut-être de la valeur ajoutée, mais pas beaucoup d'emplois finalement. Exactement. Ça veut dire qu'on récupérera peut-être moins d'emplois que ce qu'on pourrait initialement escompter. Alors, Luc-Alain Verviche, un des autres bouleversements de cette crise de la Covid-19. Alors, en même temps, on a envie de se dire, le monde d'après, tel qu'on l'envisageait avant cette crise, il n'est pas tellement différent du monde d'après qu'on envisage après cette crise, sauf qu'on a l'impression qu'il arrive beaucoup plus vite. Et c'est le cas notamment du télétravail. On se doutait bien qu'on allait peut-être devoir télétravailler plus. Est-ce que le télétravail ne va pas devenir beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait la nouvelle norme en fait en matière d'organisation du travail ? Je crois que c'est assez difficile de généraliser. C'est clair que le télétravail a été, notamment pour les entreprises de services, d'un certain point de vue, une vraie solution qui a été trouvée pendant ces 2 mois de confinement, non sans difficulté d'ailleurs, parce que télétravailler, ça peut avoir des côtés extrêmement pratiques, mais c'est d'un certain point de vue plus difficile en termes d'organisation du travail d'équipe, c'est plus difficile en termes de séparation de ce qui fait justement la logique du déplacement au travail, c'est-à-dire le travail d'un côté, la vie familiale de l'autre. Il est clair que ça a permis de montrer aussi que, d'un certain point de vue, ça n'est pas la solution à tout. Et il y a de toute façon des types de métiers, des types d'emplois qui ne peuvent pas ou très peu se satisfaire du télétravail. On voit mal, par exemple, du télétravail en matière de coiffure. Moi, je sais que je suis resté 2 mois sans pouvoir aller chez le coiffeur. Vous n'y êtes toujours pas allé, d'ailleurs. Je suis si, mais il repousse vite, malheureusement. Donc, clairement, y compris en matière de réindustrialisation, y compris en matière de métiers de bouche, y compris en matière pour les collectivités locales de services au public, il y a un besoin de proximité, il y a un besoin de présence humaine, et le télétravail ne sera pas la solution. En revanche, ce qui est clair, c'est que le changement d'organisation du travail, la prise de conscience que c'est une solution complémentaire, va sans doute provoquer beaucoup de modifications, par exemple dans l'organisation des mobilités. Le fait aujourd'hui qu'on se rende compte que finalement avoir des heures de pointe n'est peut-être pas une solution idéale et qu'il faut réaménager les horaires. Le fait de considérer que peut-être les gens vont davantage travailler à distance, mais qu'il faudra quand même les amener sur leur lieu de travail. Et donc peut-être qu'avec l'effet de déménagement, de recherche peut-être de lieux de vie qui soient
un peu moins urbanisés, on va devoir réorganiser les réseaux de transport. Le fait de considérer des grands espaces d'activité où l'on concentre l'activité étaient en fait le mode classique de développement de l'activité économique depuis 30 ou 40 ans, eh bien peut-être ce phénomène-là va-t-il devoir être reconsidéré. Et en ce sens, c'est clair que le rôle des collectivités territoriales, qui sont les principaux acteurs finalement de l'aménagement de l'espace, va certainement évoluer en ce sens. Il va falloir anticiper des changements dont on ne connaît pas encore très bien la perception par chacun de nous et la réalité par les entreprises. Mais vous vous rendez compte quand même de tous les... quand on tire la pelote finalement, de tous les sujets qui découlent de ça. C'est-à-dire que même si on télétravaille davantage et que ça ne devient pas la norme, imaginez ne serait-ce que 20% des salariés, ce que vous avez dit en termes de mobilité, imaginez ce que ça veut dire en termes d'immobilier de bureau, par exemple. Et puis surtout, plus globalement, est-ce que dans ce nouveau rapport à la mobilité, c'est-à-dire le nouveau rapport à la distance de son lieu de travail, etc., est-ce que ça ne rebat pas quelque part les cartes en matière d'aménagement du territoire ? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement, ces nouveaux rapports au travail, ça va faire des gagnants et des perdants, à la fois du côté des régions comme du côté des entreprises ? Ça va certainement changer la perception que l'on peut avoir aujourd'hui, par exemple, de la métropolisation. Ouais. Le fait de considérer que, au-delà des métropoles, on va retrouver peut-être une dynamique des espaces ruraux parce que les gens voudront davantage y habiter, parce qu'ils sauront qu'ils peuvent y habiter dans la mesure où leur mode de travail aura été modifié. Ça va certainement changer aussi beaucoup de politiques publiques locales. On n'a pas, par exemple, évoqué le rôle que va jouer de plus en plus le numérique. Mais il est clair que l'installation de réseaux numériques performants sur l'ensemble du territoire est plus que jamais une nécessité. On ne sait pas très bien l'impact que ça va avoir, par exemple, sur les modes d'enseignement, sur l'éducation. Oui. On ne sait pas très bien comment vont évoluer les politiques touristiques. Est-ce que demain, par exemple, ce qui paraît être une évidence pour cet été, qui est un tourisme de proximité, va être une vraie réalité ? Est-ce que, du coup, les collectivités territoriales, les acteurs économiques du tourisme local vont arriver à construire un nouveau mode, finalement, de tourisme sur la base de cette crise qui aura peut-être été, du coup, comme c'est souvent le cas des crises, finalement, à la fois un choc, un catalyseur et une chance pour imaginer le service public de demain dont on parle beaucoup, dont l'État parle beaucoup, dont les collectivités parlent beaucoup, mais qu'elles seront peut-être contraintes d'imaginer plus vite, en prenant par conséquent éventuellement plus de risques aussi quant à la réalité de la façon dont les choses vont changer. Mais ça veut dire quand même que y a des petites villes qui vont peut-être quand même là retrouver. C'était elles qui étaient les principales victimes un petit peu de la désertification du pays. Est-ce qu'elles pourraient retrouver quand même une certaine dynamique ? C'est tout à fait possible. Quand on regarde les estimations, par exemple, des professions immobilières, on se rend compte que certaines perçoivent déjà une sorte de sensibilité sur l'attractivité de l'immobilier, par exemple, dans des petites villes ou dans des espaces ruraux qui ne sont pas trop éloignés d'un grand centre urbain, parce que ce sera peut-être demain, effectivement, un nouveau mode de vie qui nécessite par conséquent une forme d'aménagement de l'espace, non pas de retour en arrière, mais au contraire d'anticipation de ce que va être demain un avenir avec peut-être, je le disais, des métropoles plus tournées vers leur espace rural, vers leur périphérie, un réseau de petites villes qui soit peut-être plus organisé qu'il ne l'est aujourd'hui, et derrière, évidemment, des moyens de l'action publique, des moyens de la sollicitation vis-à-vis des entreprises, de l'implantation des entreprises par rapport à leurs demandes. On sait que ce que les entreprises demandent, c'est aussi de la proximité, c'est de la qualification, c'est de la mobilité, ce sont des services publics. Eh bien, il va peut-être falloir effectivement réorganiser l'action publique locale par rapport à cela. Alors, quelque part, c'est quand même un peu positif. Après tout, si les usines reviennent, là aussi, ce sera quand même assez positif. Alors, venons-en au point qui est peut-être le plus négatif, messieurs, c'est quand même qui va payer ? Qui va payer ? Alain Henriot, d'abord, cette crise, est-ce qu'il faudra un jour la payer ? Parce qu'on commence à nous faire croire que finalement, on ne la paiera jamais. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment. Et puis, s'il faut la payer, qui va payer et comment ?
Est-ce que cette crise sera payée par l'inflation, comme ça a été le cas de beaucoup de crises précédentes? Est-ce que ce sera payé par des hausses d'impôts? Est-ce que ce sera payé par la croissance, comme le dit Bruno Le Maire? Alors, il faut revenir à ce que je disais sur les politiques monétaires pour le court terme. Les banques centrales achètent aujourd'hui des obligations d'État. Donc, en quelque sorte, c'est un peu l'acheteur en dernier ressort. Oui. D'habitude, les États se financent auprès d'investisseurs privés. Aujourd'hui, c'est les banques centrales qui n'achètent pas tout, mais qui achètent une grande partie de la nouvelle dette des États. C'est devenu les assureurs en dernier ressort des États. Finalement. Exactement. Et c'est ce qu'on voulait, parce que sinon on aurait eu une explosion des taux d'intérêt. Donc on est aujourd'hui dans ce système où effectivement les banques centrales achètent de la dette, les États vont rembourser cette dette, mais souvent en émettant de nouvelles dettes dans plusieurs années. Ce qui serait une mauvaise idée, c'est de vouloir annuler la dette, en tout cas pour les grands pays. Ça existe pour les pays pauvres. En fait, on le fait pour les pays pauvres. Tout simplement parce qu'un jour, il faudra revenir, on le fait encore, mais il faudra aller voir les investisseurs privés. Et si vous avez annulé votre dette, du coup, cela fait perdre de la confiance des investisseurs privés par rapport à votre capacité de remboursement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez payer extrêmement cher plus tard. On l'avait vu en 2010-2012, où des grands pays étaient déjà menacés en quelque sorte avec une augmentation très forte de leur taux d'intérêt. Alors, ça, c'est le premier temps, en quelque sorte. Le deuxième temps, c'est, je l'ai dit, si on a une économie qui se stabilise peut-être en 2000, avec de la croissance en 2021, mais encore un sous-emploi de nos activités, si on a une économie qui se stabilise, on va dire en 2022, par exemple, il y a un moment donné où, effectivement, les gouvernements devront retrouver une certaine rigueur. On va arriver vers une certaine normalisation. Ce n'est pas la rigueur, le tour de vis final, mais c'est effectivement d'être plus rigoureux ensuite sur la gestion des dépenses, etc. Donc là viendra ce second temps, mais ce n'est pas tout de suite. Alors, évidemment, quand on voit les banques centrales acheter de la dette, quand on voit les banques centrales émettre des liquidités à tour de bras, si je peux me permettre, eh bien, on se dit, ça, dans les manuels d'économie, normalement, c'est synonyme d'inflation. Normalement, beaucoup de conditions sont réunies pour l'inflation. Si on fait moins de mondialisation, si effectivement on a autant de liquidités, on se dit, elle va bien finir par revenir. Alors, déjà, il faut voir que depuis 10 ans, en fait, les bilans des banques centrales augmentent de façon considérable, que ce soit le bilan de la Réserve fédérale américaine ou le bilan de la BCE, et on n'a pas eu d'inflation. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, ce n'est pas loin, on se disait, mais finalement, est-ce qu'on ne risque pas d'entrer en déflation? Donc il y a une différence dans nos systèmes économiques aujourd'hui qui est très importante, c'est que la pression concurrentielle est très forte. Elle est très forte pour les salariés, elle est très forte pour les entreprises. Je crois qu'on peut prendre aujourd'hui n'importe quel secteur de l'économie, on voit qu'il y a une pression concurrentielle très forte, ce qui veut dire que les entreprises font tout pour réduire leurs coûts, être plus compétitives et donc avoir des prix moins élevés. C'est la dynamique dans laquelle on est depuis 10 ans, avec des banques centrales qui créent beaucoup de liquidités, mais moins de pression sur l'inflation. Alors quand même, Alain Henriot, avant que Luc Alain Verviche nous montre un magnifique graphique, si vous dites beaucoup de liquidités, pas d'inflation dans l'économie réelle, est-ce qu'il faut craindre une inflation sur les marchés financiers, sur les actifs, la bourse, l'immobilier ? Alors, quelque part, effectivement, on voit que les bourses, après un choc initial très important, se sont grosso modo stabilisées. On a évidemment au jour le jour beaucoup de volatilité, mais on s'est grosso modo stabilisé. Donc évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on crée des liquidités de façon importante, eh bien c'est aussi pour stabiliser les marchés financiers. Ça ne veut pas dire qu'on va vers une vague spéculative, mais ça permet de stabiliser les marchés financiers. J'ajoute un point sur l'inflation qui est très important. Je l'ai montré tout à l'heure dans le premier graphique. On va rester, même si on a beaucoup de croissance l'an prochain, on va rester sur un niveau d'activité un peu faible, en fait. Et dans ce contexte-là, on n'utilise pas tout le potentiel de l'économie. Donc on l'a dit, s'il y a plus de chômage, eh bien, ça veut dire plus de modération salariale. Je ne pense pas de façon massive de baisse des salaires. On n'est pas dans ce système économique aujourd'hui, mais de modération salariale. Donc ça, normalement, c'est aussi modérateur d'inflation. Maintenant, à plus long terme, il peut y avoir un peu plus d'inflation que ce qu'on a eu ces dernières années. Pourquoi ?
première question, est-ce que les contraintes sanitaires que l'on a aujourd'hui vont perdurer? Ça, on ne le sait pas, mais si elles perdurent, effectivement, il y a un coût, par exemple sur les chantiers, pour la construction, c'est des coûts qui sont très significatifs. Deuxièmement, effectivement, si, je l'ai dit, on privilégie un peu la fiabilité de nos chaînes de production, quitte à sacrifier un petit peu de rentabilité, à un moment donné, à court terme, ça peut être absorbé par les marges des entreprises, mais à un moment donné, elles peuvent tenter, et réussir, pourquoi pas, de le passer dans les prix. Et donc, effectivement, on peut avoir un petit peu plus d'inflation. Mais ce n'est pas la grosse inflation qu'on pourrait craindre avec les politiques monétaires. Luc Alain Vervige, vous aviez un magnifique graphique à nous montrer sur l'addition. Oui, en l'occurrence, parmi les questions que vous avez posées, Emmanuel, il y a aussi celle du risque fiscal. Ah bah bien sûr. Est-ce que finalement l'impôt n'est pas une solution demain et après-demain pour payer la crise? Le président de la République a répondu non. Le président de la République a répondu non, ce qui veut dire que l'État, de son point de vue, n'envisage effectivement pas d'augmenter les impôts. Bon, on sait qu'augmenter les impôts, c'est une chose. En l'occurrence, il y aura sans doute nécessité d'en prolonger certains. On l'a vu par exemple avec la contribution au remboursement de la dette sociale, puisque la dette sociale, notamment celle de cette année, il va bien falloir la payer. Donc elle sera payée sans doute sur une durée plus longue que ce qui était prévu. Mais l'inquiétude, et l'une des inquiétudes, notamment du milieu des entreprises, elle a déjà été exprimée depuis plusieurs mois, notamment, c'est celle de la fiscalité économique, et notamment de la fiscalité économique locale. Ouais. Eh bien, nous ne pensons pas, à notre niveau, qu'il y a un risque sur ce point, et pour des raisons qui sont des raisons extrêmement concrètes. Le graphique ici montre, par grande catégorie de collectivités locales, ce que devient ce qu'on appelle le pouvoir de taux, c'est-à-dire la possibilité pour les collectivités locales de modifier leur pression fiscale. Et comme vous le voyez, sur les grandes catégories que je citais tout à l'heure, que ce soit les groupements à fiscalité propre, que ce soit les régions en particulier en charge du secteur économique, eh bien ce pouvoir de taux est de plus en plus réduit. Et en l'occurrence, notamment sur la fiscalité économique, il est extrêmement contrôlé. Ce qui signifie que, et c'est aussi l'une des estimations qu'on peut faire, il n'y a pas de vrai risque fiscal, notamment sur les entreprises, pour payer la crise, ce qui signifie que la réponse, elle est effectivement dans la croissance. Si les collectivités locales, si l'État demain veulent continuer à pouvoir satisfaire le besoin de services publics, la demande de services publics, l'évolution des équipements publics, ça passera principalement par la croissance et donc par la réussite des politiques économiques qui seront menées, je le répète, ensemble, sous l'impulsion de l'État, mais avec le concours des collectivités. Oui, mais alors, Luc Alain Vervige, tenez, je prends une de vos questions là, pour rebondir sur vos propos. Il y a un enjeu, du coup, assez majeur du côté des commandes publiques. Est-ce qu'elles vont être au rendez-vous? Et puis, c'est la question de notre téléspectateur. Est-ce que les règles pour les commandes publiques peuvent évoluer en favorisant les entreprises locales? Alors, il n'y a pas de risque, nous semble-t-il, sur la commande publique. Il y a un élément de calendrier. C'est le fait que nous sommes en année électorale. Absolument. Nous aurions de toute façon eu une diminution de la commande publique en 2020-2021. Je ne vois pas comment on pourrait l'éviter pour des raisons purement techniques, qui est qu'il faut que les projets soient validés par l'électorat et soient ensuite formalisés par les services techniques. Donc, pas de risque spécifique, nous semble-t-il, d'autant plus qu'il n'y a pas de vrai problème de liquidité. La situation des collectivités locales avant la crise était globalement très bonne, et donc celles qui ne présentent pas de risque trouveront notamment des prêteurs. Sur les aides, en revanche, qu'on peut imaginer, on a vu que le gouvernement a déjà essayé, finalement, de trouver des solutions pour traiter les surcoûts qu'évoquait Alain tout à l'heure, en faisant en sorte que les surcoûts soient partagés entre le maître d'ouvrage et les entreprises dans des conditions rationnelles. C'est une possibilité qu'on a. Je pense qu'une autre solution sera vraisemblablement celle de développer, en fait, ce qui relève des circuits courts, de la connaissance du tissu économique local, que ce soit dans le bâtiment ou dans les travaux publics. Et sur ce plan, les règles des marchés publics aujourd'hui permettent très très généralement de satisfaire finalement des besoins locaux, d'avoir une meilleure prise en compte de ce qu'est la réalité des territoires. Allez, puisqu'on y est, encore une autre de vos questions sur toujours les collectivités locales, mais vous avez peut-être un peu répondu, une inquiétude sur les budgets des collectivités locales et leur capacité à mobiliser l'emprunt. Vous aviez dit que globalement, elles étaient en bonne santé financière.
elles étaient, avant le Oui. mois de mars, elles étaient en bonne situation financière. Un certain nombre d'entre elles souffrent de la crise. Les départements, du fait de la baisse des droits de mutation et du fait, vraisemblablement aussi, du rebond du revenu social d'activité. Une bonne partie des communes touristiques, principalement, ou de montagne, qui souffrent évidemment de ce qu'a été le confinement. Bon nombre de territoires intercommunaux avec une forte présence industrielle. Je pense par exemple aux industries aéronautiques, je pense aux industries de l'automobile, qui auront également souffert de ces 2 mois de confinement et du rythme progressif de la reprise. Donc, on a des territoires qui sont en difficulté. L'État fait un effort pour compenser, dans des conditions différentes, ces difficultés sur 2020. Après, c'est dans l'enjeu que représente la pertinence des politiques économiques que sera finalement la solution. Mais pour ce qui est notamment de la possibilité de faire des investissements, si vous voulez, rien n'empêche globalement les collectivités locales de trouver à la fois des financements extérieurs, de recourir à l'emprunt et finalement de surmonter le choc de la crise assez rapidement. Alain Henriot, on vient de s'interroger sur la capacité d'emprunt des collectivités locales et celle de l'État. Est-ce qu'il va y avoir des limites à la dérive des finances publiques ? Vous avez parlé tout à l'heure de la confiance des investisseurs étrangers. Quelle est la limite de cette confiance ? Et la question forcément sous-jacente à celle-là, c'est est-ce que vous craignez un jour que les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à 0 remontent, ce qui serait quand même peut-être une des pires catastrophes, un des pires scénarios qu'on puisse envisager ? Alors, il est clair que là, on était dans une situation extrême du côté des banques centrales où finalement, elles s'engagent à être là pour un long moment. Est-ce que ça veut dire tout le temps ? Non. Déjà, par rapport, disons, au déroulé de la crise, on voit que les achats des banques centrales ont atteint un pic pour les États-Unis et l'Europe autour de début avril. Aujourd'hui, il y a déjà un reflux sur le montant qui est acheté. Alors, à un moment donné, elles vont se retirer progressivement. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, mais elles vont être moins actives. Et c'est là que l'État, en quelque sorte, devra devenir un peu plus rigoureux parce qu'il va devoir retourner devant les investisseurs privés de façon plus massive. Et donc, évidemment, c'est ce moment-là où il y a un risque de remontée des taux. Mais je pense fondamentalement que les banques centrales veulent empêcher cette remontée des taux et une remontée de ce qu'on appelle les taux directeurs, ce qui donne un peu le là de tous les taux pour les crédits bancaires, etc. On ne peut pas l'attendre avant un long moment et en Europe, c'est sans doute pas avant 2023 ou 2024. Allez, une dernière question, elle est pour vous, Alain Henriot. Comment vous jugez l'équilibrage des mesures de politique économique qui ont été prises ? La question qui nous est posée, c'est est-ce que finalement on prend assez de mesures favorables à l'offre à travers des aides aux investissements, à travers des aides à l'embauche et est-ce qu'on ne fait pas trop de macroéconomie globalement ? Est-ce qu'on fait assez pour les aides vraiment qui améliorent tout simplement notre compétitivité ? On parlait de la fiscalité locale, quid des impôts à la production aussi, par exemple ? Alors c'est vrai, on voit dans les plans sectoriels quand même qu'on essaye d'infléchir certaines trajectoires. C'est-à-dire par exemple pour l'automobile, de favoriser peut-être le véhicule électrique, où on a une carte à jouer en France et en Europe. Donc on va essayer, à travers cette politique de soutien aux entreprises notamment, d'infléchir un peu des trajectoires sectorielles. Et c'est là où on peut retrouver effectivement de la compétitivité, et en tout cas retrouver des marges de manœuvre en termes de croissance. C'est-à-dire faire en sorte que non seulement on soutienne la croissance de court terme, mais que l'on ait des cartes supplémentaires pour le long terme. Merci messieurs, merci Luc-Alain Verviche, merci Alain Henriot, merci à tous d'avoir suivi cette conférence, cette web conférence le jour d'après, c'était même le monde d'après que nous avons évoqué ensemble. Et puis écoutez, d'autres questions auxquelles nous allons continuer à répondre et vous recevrez tout ça en bonus. Merci encore à tous de nous avoir suivis.